Alors, je vais te poser une question qui vaut des millions. C'est quelle est la meilleure tétine de biberon à proposer à ton patient quand il a entre 0 et 4 mois et qu'il a des difficultés d'alimentation? Alors, roulement de tambour, quelle est la meilleure tétine? Eh bien, il n'y en a pas. Il n'y a pas une meilleure tétine, il n'y a pas une tétine qui serait mieux que les autres. Et je te propose dans cette vidéo qu'on aille regarder ensemble les tailles, les débits, les formats des tétines de biberon, donc tout ce que les industriels, les fabricants n'expliquent pas aux parents et qui nous aident, nous, orthophonistes, à choisir une tétine pour un patient. Parce qu'en fait, le choix d'une tétine ne dépend absolument pas ni de la marque, ni de ce qui est noté sur la boîte, mais dépend d'autres critères complètement indépendants. Et donc, je t'invite à suivre cette vidéo, à l'écouter pour pouvoir voir un petit peu la démarche clinique qui va t'aider à choisir la tétine pour ce patient. Parce qu'en fait, s'il y en avait une qui serait 1000 fois mieux que les autres, ça se saurait. Et en fait, chaque vendeur essaye de vendre son outil, sa tétine, essaye de les mettre au rayon des yeux, dans les supermarchés, dans les pharmacies, ce qui fait que certaines sont plus vendues que d'autres, mais ça ne veut pas dire qu'elles sont mieux que d'autres ou qu'elles sont plus efficaces. Donc, ce qu'on dit souvent, c'est à chaque bébé son outil, donc à chaque bébé son biberon, sa tétine, et celle qui va fonctionner pour lui sera peut-être pas du tout celle qui va fonctionner pour un autre. Donc, on ne peut pas donner des conseils généraux, sinon on devient vendeur en puériculture. Ce n'est pas mon métier, ce n'est pas le vôtre non plus, je pense. Donc, à chaque bébé son outil. Et pour savoir finalement quelle tétine va lui correspondre, j'ai besoin de faire un bilan, c'est-à-dire que j'ai besoin de rencontrer ce bébé, d'évaluer sa succion, de voir quelles sont ses compétences, de voir quelles sont ses difficultés, de quoi il a besoin pour l'aider à s'alimenter. Et en fonction de ça, je vais pouvoir proposer un outil qui soit le plus ajusté possible. Donc je vous propose qu'on plonge ensemble dans les différentes tétines de biberon et qu'on essaye de démêler le vrai du faux et tous les indices, les indicateurs pour pouvoir faire nos choix. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui se passe? Les parents arrivent en général en bilan avec leur bébé qui a du mal à boire au bib et ils arrivent avec 15 tétines qu'ils ont essayé, 15 biberons. Donc je leur demande toujours en bilan, ramenez-moi les tétines et les outils que vous avez déjà utilisés. C'est hyper intéressant parce qu'on peut voir ce qu'ils ont testé, ce qu'ils n'ont pas, ce qui marche pas. Et donc là, ils arrivent avec plein de tétines et avec cette phrase de « on a tout essayé, il n'y en a aucune qui marche ». Donc, les parents souvent se fient, comme ils ont peu de critères et c'est normal, aux arguments marketing, à ce qui est noté sur les boîtes. Et donc, je vous montre quelques exemples. On a celui-ci où c'est marqué biberon zéro colique, donc ça vend du rêve forcément. On a celui-ci qui est noté ici, la tétine souple et flexible aide le bébé à maintenir ses habitudes d'allaitement, alors qu'on vend un biberon. Donc, c'est quoi le problème? Qu'est-ce qu'on essaye de nous vendre? Voilà, et ainsi de suite. Hein. Sur chaque boîte, il y a plein d'arguments marketing qui sont vendeurs et qui servent non pas à améliorer l'alimentation des bébés, mais à vendre le plus de tétines possible. Donc ça, c'est un peu le souci avec lequel on arrive. Ces critères ne sont pas fiables et je te propose qu'on regarde ensemble sur quels critères on va s'appuyer. Parce que le marché des tétines, c'est un marché qui est très vendeur. Il y a plein de promesses variées, anticoliques, orthodontiques, mais il n'y a pas de preuves derrière chaque allégation. Et donc, c'est important vraiment de ne pas se fier à tout ça. Il y a une étude de référence, notamment sur les débits des tétines, qui a été faite et qui a testé 25 types de tétines qui ont été utilisées à l'hôpital et qui montrent notamment que des débits variaient énormément de 0,86 à 37 ml par minute. Donc c'est incroyable la variation qu'il y a et surtout que ces débits-là n'étaient pas reflétés sur l'emballage de la boîte, c'est-à-dire que le mot lent, débit lent sur une boîte ne veut absolument pas dire qu'il est lent parce que chaque vendeur détermine quel est son débit pour lui. Donc dans cette étude, on s'est rendu compte que des biberons qui étaient vendus comme des débits lents, quand on les classait en testant leur débit, eh bien en fait, ils étaient plutôt dans des débits rapides, voire très rapides. Donc ça, c'est très important de se dire qu'en fait, on ne peut pas se fier à ce qui est noté sur la boîte, c'est à nous de chercher nos critères d'observation, d'évaluation et surtout, qu'est-ce qui va aller à ce bébé-là? Parce que le but, si on parle des débits, par exemple, c'est pas d'avoir le débit le plus lent possible. Si j'accompagne un patient qui a une fente labiopalatine ou une trisomie 21, il va avoir une succion peu tonique. Si je le mets sur un débit lent ou difficile, en fait, il ne va pas avoir sa ration de lait. L'objectif quand même de l'alimentation, c'est pas de faire travailler la succion du bébé, c'est d'abord qu'il arrive à s'alimenter suffisamment pour couvrir ses besoins et pour couvrir sa croissance. Donc voilà, ça c'est déjà des bases importantes. Donc si on regarde un petit peu les critères qui vont nous aider à orienter nos choix de tétines, je vous les partage
un petit peu ici. Et puis, ce que je vous propose, c'est que si vous souhaitez aller un peu plus en profondeur sur ce sujet et avoir des éléments plus spécifiques, eh bien, je vous invite à la formation Périnatorto où on parle du choix des outils spécifiques pour l'alimentation des tout-petits. Donc, on va regarder d'abord la base de la tétine. Donc, je vais vous en montrer certains qui sont issus de ma tétinothèque, donc ma boîte à tétine pour pouvoir les montrer aux parents en consultation. Donc en termes de ce qu'on appelle la base, c'est la largeur de ce qu'il y a ici près de la partie en plastique. Donc la base ici, là on est sur une base qui est large et je vous en montre un autre. Celui-ci on est sur une base étroite. Vous voyez un peu la différence. Voilà, ici base large, base étroite. Donc la taille de la base va être importante parce qu'elle change l'amplitude d'ouverture de la bouche. Si j'ai une petite base dans la bouche, j'ouvre une petite bouche. Je n'ai pas besoin d'ouvrir trop grand ma bouche. Si j'ai une grande base dans la bouche, je dois ouvrir plus grand ma bouche. Sauf si dans ma bouche, je ne mets que le petit bout ici, dans quel cas j'ouvre une toute petite bouche. Donc attention, un biberon avec une base large ne veut pas dire que le bébé ouvre grand la bouche parce que des fois on a des bases larges et des bébés qui vont prendre ici, poser leurs lèvres juste ici sur ce petit bout-là. Donc ça c'est un détail clinique mais qui a toute son importance. Donc voilà, base large ou base étroite, et bien ça c'est un critère important en fonction de quelle est l'amplitude de la bouche que le bébé que j'ai devant moi a, c'est-à-dire quand je fais mon bilan, est-ce que j'ai un bébé qui arrive à avoir une grande amplitude d'ouverture de bouche, dans quel cas je vais l'orienter plutôt vers un biberon à base large, ou est-ce que c'est un bébé qui a une petite bouche, une petite amplitude, dans quel cas je vais l'orienter plutôt vers une tétine avec une petite base un petit peu plus étroite. On sera vigilant aussi à faire attention que du lait ne s'écoule pas des commissures, notamment quand on est sur une base étroite. Si le bébé ouvre la bouche un peu plus grand, eh ben, il peut y avoir une perte d'étanchéité qu'il est important de vérifier, de s'assurer. C'est pour ça que la base joue un rôle important. Ce qu'il faut qu'on garde en tête, c'est que dans la succion physiologique, c'est-à-dire la succion du bébé au sein, le bébé ouvre une grande bouche et c'est cette grande amplitude de bouche qui va lui permettre de faire des grands mouvements, notamment mandibulaires. Donc, de manière optimale, on cherche quand même à avoir une ouverture de bouche qui soit un petit peu plus ample que quelque chose de tout pincé, tout rétréci ou tout resserré. Donc on a déjà la base de la tétine qui est un premier critère. Ensuite, dans les autres critères décisionnels de choix de tétine, on a les débits. Donc les débits, je vous en ai déjà un petit peu parlé. On a des tétines à débit variable et des tétines à débit unique. Donc les débits variables, par exemple, celui-ci c'est un biberon à débit variable, c'est-à-dire que sur la tétine, on a vitesse 1, vitesse 2 ou vitesse 3. Et donc, pour changer le débit, eh bien, on met le numéro correspondant, 1, 2 ou 3, en dessous du nez du bébé quand il tète. Donc, je peux varier au cours d'une même tétée, je peux varier le débit, le faire aller plus lentement ou plus rapidement. D'autres tétines, comme celle-ci par exemple, sont des tétines à débit unique, c'est-à-dire que là, c'est la tétine vitesse 0. Si je veux aller vers un débit plus rapide, je dois retirer la tétine de la bouche de bébé, changer et puis voilà, lui mettre un autre débit. Donc, pas forcément toujours très ajusté. Je pense notamment aux bébés qui ont du lait épaissi. En fonction des épaississants, certains épaississants vont épaissir avec le temps. Et ça, je le voyais beaucoup à l'hôpital, des bébés qui avaient un lait qui était relativement liquide au début et qui s'épaississait avec le temps, ce qui fait que sur la fin de la prise alimentaire, le lait est plus épais et ça peut coincer sur des tétines à débit unique. Ou alors des bébés très fatigables, ça peut être intéressant d'avoir un débit variable. Voilà. Donc on peut garder ces éléments-là en tête pour le choix du débit. Est-ce que c'est important pour mon patient d'avoir un débit fixe ou un débit variable? On a ensuite la forme de l'embout. Donc chaque tétine a une forme différente. Je vais ramasser celui que j'ai fait tomber, hop, parce que je vais vous le montrer. Donc il y a des embouts qui sont dits ronds. Donc un embout rond, c'est par exemple celui-ci. Voilà, on a un embout ici qui est de forme ronde. On a les embouts qui sont dits plats. Celui-ci, par exemple, que vous connaissez sûrement, un embout ici qui est plutôt plat. Il y en a un autre qui a un embout plat, c'est celui-ci, qui a un embout pareil, qui est plutôt plat. Et on a les embouts dits physiologiques. Alors je dis bien dits physiologiques parce qu'ils n'ont de physiologie que leur nom. C'est ce qu'on appelle en bâton de rouge à lèvres. Donc ça va être ceux-là qui sont, vous voyez, ici, un petit peu voilà, biseautés. Et qui sont ici en général très fins. Donc ces tétines-là vont très peu loin dans la bouche, elles sont souvent très antérieures. Donc chaque forme peut avoir un intérêt, va avoir ses spécificités. Un bébé qui a tendance par exemple à pincer ou à écraser la tétine, quand vous évaluez sa succion au doigt, si c'est un bébé qui a tendance à écraser,
souvent, ce sera facilitant pour lui de le mettre sur une tétine un petit peu plate, parce que là, dès qu'il va écraser, il va avoir du lait, alors que sur des tétines rondes, en écrasant, souvent on a moins de lait. Les tétines rondes sont quand même celles qui sont physiologiquement optimales, parce que dans la succion, normalement, le bébé devrait mettre sa langue en gouttière, avancer sa langue et avoir une belle succion avec des ondulations, langue en gouttière. Il n'est pas censé avoir une langue plate, donc les tétines plates peuvent pallier, c'est-à-dire peuvent aider plein de bébés qui ont des difficultés de succion, mais sont loin d'être optimales sur le plan physiologique. Donc, ce n'est pas forcément celle qu'on va retenir. Les tétines rondes vont être beaucoup plus intéressantes, notamment pour cet intérêt-là d'avoir la langue qui vient se mettre en gouttière autour de la tétine. Et le seul intérêt qu'on pourrait voir à la tétine physiologique, c'est souvent qu'elle est un petit peu plus courte. Donc par expérience, pour mes patients qui ont un réflexe nauséeux très important, elle va être assez intéressante parce qu'elle va très peu loin en bouche. Donc voilà, ça peut être un petit tips d'intérêt pour ces tétines, mais souvent elles ont un débit très rapide, donc attention au débit. On a ensuite, là, dans nos critères de choix, on a la texture, la composition de la tétine. La plupart des tétines sont faites en silicone, c'est des tétines qui vont être comme ça, assez transparentes. Et on a quelques tétines, je ne vous en ai pas ramené là, mais des tétines qui sont en caoutchouc, vous voyez ce que c'est, elles vont être un petit peu jaunes. Ces tétines en caoutchouc, leur intérêt surtout c'est leur souplesse. C'est-à-dire que si on les fait bouillir plusieurs fois, on va les assouplir, les ramollir, elles vont être plus souples et donc elles vont permettre à des bébés qui ont une succion pas optimale d'avoir quand même du lait avec un minimum d'effort. Donc c'est des tétines qui peuvent être facilement recommandées pour les bébés qui ont des difficultés de succion. Mais gros point de vigilance, c'est qu'elles se déforment assez vite, comme elles sont souples, elles sont molles, donc il ne faut pas hésiter à les changer régulièrement parce que sinon elles vont être vraiment trop molles et on risque d'avoir un débit assez facilement voire trop rapide. Donc la plupart des tétines sont plutôt des tétines en silicone. On a ensuite la longueur de la tétine. Donc on a des tétines qui vont être relativement longues, je vous en ai déjà un petit peu parlé, celle-ci par exemple, hop, relativement longue, et des tétines plutôt courtes, comme celle-ci, qui va être un petit peu plus courte, vous voyez, hop, ou alors la tétine dite physiologique que je vous ai montrée, qui va être plus courte. Vous voyez, celle-ci par rapport à celle-ci, on a une longueur qui est vraiment différente. Donc un bébé qui a un fort réflexe nauséeux sera parfois aidé avec une tétine courte, là où un bébé qui n'a pas de difficulté particulière peut prendre une tétine longue. On garde en tête que physiologiquement, dans l'allaitement, le mamelon va relativement loin en bouche, donc un bébé ne devrait pas être gêné avec une tétine qui va loin en bouche, au contraire. Donc ne pas hésiter, quand on propose la tétine, à appuyer, à la proposer dans la bouche de bébé de manière assez postérieure, si ça ne le gêne pas, si ça ne déclenche pas de nauséeux, pour qu'il ouvre grand sa bouche sur la base et que ça lui permette d'activer des mouvements de succion, une amplitude optimale. On a aussi, dans la forme de la tétine, on a la forme de l'évasement, est-ce qu'il est progressif ou pas. Je vous montre un exemple. On a par exemple cette tétine-là, avec une base large et une tétine toute étroite. Et donc, si je fais ce qu'on appelle le test du triangle, qui est un test qui a été proposé par une américaine, le test du triangle, c'est ça, c'est que si je mets mes doigts sur la base et que je fais une pointe comme ça jusqu'en haut, dans la forme de la tétine, idéalement, il ne devrait pas y avoir de vide, comme ici. Vous voyez, l'espace qu'on voit ici montre qu'en fait, ça crée un vide et que ce vide, dans la bouche de bébé, si bébé met sa bouche sur la base, je vous ai dit que c'était ce qui était mieux, que bébé mette sa bouche là, et bien en fait, quand il va téter, il va avoir du vide dans la bouche, ce qui va compliquer sa succion, ce qui ne la rendra pas optimale. Donc, on a ce type de biberon et on a des biberons qui vont avoir une ouverture progressive. Et là, vous voyez, si on fait le test du triangle, je pose mes doigts ici et je les mets là, et bien là, il n'y a quasiment pas de vide dans le triangle et donc quasiment pas de vide dans la bouche du bébé quand il tète, c'est-à-dire que s'il met ses lèvres ici et ici, quand il tète, il va écraser l'intégralité de la tétine, donc il aura une succion beaucoup plus intéressante, pas d'air dans la bouche et donc ce sera optimal pour toute la séquence coordination, succion, déglutition, respiration, pour limiter la prise d'air, les claquements et tout ça. Donc, c'est la forme de la tétine qu'on peut regarder. Par exemple, si on reprend celui-ci, vous voyez que si je fais le test, hop, là, il y a du vide sur les côtés, à droite et à gauche. Hop, donc c'est pas optimal. Et puis en fait, cette tétine, je vous ai dit qu'elle est ici très fine et ici très large. Et en plus, là, on a une forme un peu de toboggan qui fait que souvent, ça vient bloquer les lèvres du bébé ici et qu'il vient juste pincer et faire des tout petits mouvements, petite amplitude. Donc c'est loin d'être une tétine optimale quand on
On a un bébé qui a des bonnes compétences, qui ouvre grand sa bouche. Par contre, c'est une tétine qui est très facilitante pour les bébés qui ont des difficultés de succion, donc elle peut être intéressante. C'est pour ça que je vous dis, il n'y a pas une tétine qui est magique, qui est géniale, et les autres qui sont achetées à la poubelle. C'est à chaque tétine son intérêt et à chaque bébé son outil. Donc, je vous ai parlé de la forme des tétines. Je vous disais, par exemple, celle-ci, test du triangle. Non, ça ne passe pas. On a beaucoup trop de vide. Et celle-ci, elle va passer le test du triangle parce que vous voyez, on a une ouverture progressive. Donc, c'est ce qui va être intéressant pour aider bébé à ouvrir progressivement, à avoir une amplitude de bouche progressive. Donc, on a ça. Et on a aussi le débit. Donc, le débit des tétines. Quand les vendeurs nous vendent leurs tétines, c'est marqué débit lent, extra lent, lent, moyen, rapide. N'oubliez pas qu'on ne se fie pas à ce qui est noté parce que souvent, ce n'est pas du tout le reflet de la réalité. Donc, rien ne vaut vos tests maison. Souvent, ce que je fais, c'est que je remplis le biberon avec toujours la même contenance d'eau. Je viens évacuer l'air et puis je retourne et je regarde si ça coule et à quelle vitesse ça coule. Et j'ai des petits outils qui me permettent de voir si on est sur un débit rapide, un débit lent. Voilà. Mais le débit va aussi être très variable en fonction de la température du lait, en fonction du serrage ou non de la vis. Donc il y a plein de choses qui peuvent influencer le débit et pas uniquement la tétine. Donc voilà un petit peu les différents critères qui permettent de choisir un outil. Un dernier critère qu'on peut mentionner, c'est certains biberons qui ont des mécanismes un peu particuliers. Par exemple, celui-ci, on voit qu'il y a un tuyau ici à l'intérieur. Donc c'est des biberons qui sont dits anticoliques, sauf qu'en fait, on n'a aucune preuve de l'efficacité de ces outils-là. C'est surtout qu'en fait, ces outils-là vont permettre de d'étanchéifier, enfin d'homogénéiser la pression pour que quand bébé tète, il n'y ait pas de vide d'air dans le biberon qui fasse que le lait ne coule pas. Donc ça peut être intéressant plutôt pour l'équilibre des pressions, mais pas forcément sur le plan des coliques et sur le plan digestif du bébé. On n'oublie pas qu'une prise alimentaire, quand on regarde comment on s'alimente un bébé, ce n'est pas en 4 minutes qu'il doit avoir fini son bib. Un biberon qui dure 15 à 20 minutes avec des pauses, c'est complètement OK et c'est normal. C'est ce qu'on nous apprend nous adultes, c'est à manger lentement, à faire des pauses. C'est pareil pour le bébé. La prise alimentaire, ce n'est pas une course de vitesse. Et plus on ralentit tranquillement, plus parfois on améliore les compétences de bébé. Donc ça peut être un peu à l'inverse de ce que les parents ont l'habitude de voir parce qu'eux pensent que si leur bébé ne boit pas bien, il faut accélérer la prise. Et bien parfois de ralentir la prise, ça peut améliorer les compétences du bébé, mais ça c'est une autre histoire dont je vous parlerai dans une prochaine vidéo. Donc voilà, on a vu un petit peu les critères de choix d'une tétine et donc je vous invite non pas à identifier une tétine qui serait 1000 fois mieux que les autres, mais je pense vraiment que notre rôle d'orthophoniste c'est quand un bébé a des difficultés alimentaires, d'évaluer sa succion, de faire un bilan, de voir ce que les parents ont déjà testé et avec mon bilan, une fois que j'ai évalué de manière précise les structures orales, la succion de ce bébé, je vais pouvoir les orienter vers un type d'outil qui va permettre à la fois d'optimiser, de solliciter les compétences de ce bébé, mais à la fois de lui permettre de s'alimenter le mieux possible pour avoir une croissance optimale, qui est quand même ce qu'on recherche initialement. Donc voilà un petit peu mes tips de manière condensée. Si tu veux en savoir plus, je t'invite bien sûr à me retrouver à la formation Périnate Ortho où on aborde tout ça et bien plus autour de l'alimentation du tout petit, entre 4 et 6 mois. N'hésite pas à me partager aussi peut-être les outils, les tétines que tu utilises, les remarques que tu as autour de ça, les repères qui t'aident à choisir un outil. Parce que voilà, plus on a de tips et plus on est spécifique et plus on peut aider les parents dans l'alimentation de leur enfant.